Alors, je me présente, mon nom est Marie-Alice Bell. Je suis professeure au département depuis 10 ans maintenant et c'est moi qui est maintenant responsable des cycles supérieurs pour le programme de traduction. Donc, c'est à moi que revient le plaisir de vous présenter ces programmes, que ce soit à la maîtrise, au doctorat et puis aussi au diplôme, j'en parlerai tout à l'heure. Je vais accueillir un peu plus tard, malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous tout de suite, une étudiante au département. En fait, c'est presque une ancienne étudiante parce qu'elle est sur le point de soutenir sa thèse de doctorat. Elle s'appelle Ève-Marie Gendron-Pontbriand. Elle a fait sa maîtrise et son doctorat au département. Donc, c'était la personne idéale si vous aviez des questions à poser sur la vie étudiante au département, sur le cursus, sur les programmes et puis sur cette expérience bien particulière qui est la vie d'étudiant au cycle supérieur. Je vais commencer par une présentation d'une quinzaine de minutes, peut-être une vingtaine là, si c'est un peu plus long, où je vais vraiment vous présenter les programmes, pas tant dans leur structure, mais plutôt dans les opportunités qui vous ouvrent et puis les débouchés qui peuvent vous permettre d'atteindre dans la vie professionnelle et dans la vie universitaire. Et par la suite, il y aura une séance de questions et je vous invite soit à lever la main en utilisant l'outil de Zoom, soit de vous poser une question, de nous poser une question par écrit sur l'outil de questions. Donc, vous avez le petit chat et puis vous avez aussi le Q&A, donc c'est un outil de questions sur lequel vous pouvez écrire vos commentaires ou vos questions, et puis ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, je vous ai mis sur le diapo de bienvenue mon courriel. C'est mon courriel universitaire, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pourrez aussi le retrouver sur les sites du département. À nouveau, c'est ma fonction d'être responsable des études, donc je suis là pour répondre à vos questions. Si par la suite, en revenant sur cette réunion, vous avez des questions qui vous reviennent, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi poursuivre des études dans le domaine de la traduction? J'imagine que si vous vous intéressez au programme de maîtrise ou de doctorat, c'est que vous avez déjà eu une formation, soit en traduction ou en terminologie, ou dans un autre domaine du langage. Donc, c'est sûr que aller chercher une maîtrise ou un doctorat, ça vous permet de poursuivre cette formation-là. C'est possible aussi que vous ayez déjà un diplôme dans un autre domaine et que vous cherchiez à réorienter votre carrière vers la traduction. Par exemple, on a des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui avaient un diplôme en anthropologie, en droit, même en sciences médicales, et qui se sont orientés vers la traduction. C'est possible qu'en venant chercher une maîtrise ou un doctorat, ce qui vous intéresse, c'est une spécialisation. C'est sûr qu'à l'ère de la traduction automatisée, de plus en plus automatisée, la spécialisation est un atout sur le marché du travail et la maîtrise en particulier vous permettrait d'aller chercher cette spécialisation. Vous vous orientez peut-être aussi vers l'enseignement supérieur, à l'université en particulier, mais aussi au cégep, ou bien peut-être que vous êtes passionné par une question de recherche ayant à voir avec la traduction ou la terminologie. Tout cela sont les raisons pour lesquelles peut-être aujourd'hui vous vous intéressez au programme de traduction de l'Université de Montréal. Alors, pourquoi venir à l'UDM? Qu'est-ce que l'UDM vous apporte bien particulièrement comme option de formation et comme débouché de carrière? Tout d'abord, il faut savoir que le département de linguistique et de traduction est vraiment l'une des têtes de file dans la recherche en traduction et en terminologie. Nous sommes l'une des universités qui sont les plus actives, tant en termes de formation que de recherche dans le domaine. Donc, en venant à l'UDM, vous entrez dans un programme qui est reconnu et qui a fait ses preuves. Les professeurs au département sont des professeurs passionnés et qui sont reconnus à l'international. Donc, en travaillant sous leur houlette, si vous permettez, ça vous donne vraiment une visibilité bien particulière. L'UDM aussi offre de nombreuses spécialisations qui sont extrêmement prisées sur le marché du travail. Que ce soit au point de vue de la traduction juridique ou la traduction biomédicale, la traduction littéraire, la traduction multimédia. L'UDM a vraiment une foule d'expertise
à offrir et qui seront vraiment positifs pour vous au moment d'entrer sur le marché du travail. En point de vue de la recherche, nous avons au département plusieurs laboratoires et plusieurs équipes de recherche, à nouveau qui sont très, très reconnues. Donc, en rejoignant ces équipes-là, ça vous donne vraiment un tremplin si vous recherchez une carrière dans un domaine particulier. Nos étudiants, et j'espère qu'Eve-Marie arrivera tout à l'heure à temps pour vous en parler, sont des étudiants extrêmement dynamiques et débrouillards. Alors évidemment, on est maintenant dans un contexte de pandémie qui fait que les liens sont plus difficiles, les activités se tiennent à distance, comme le webinaire d'aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on a vraiment une vie étudiante particulièrement riche, j'en reparlerai tout à l'heure. Et enfin, avec une maîtrise ou un doctorat en traduction ou en option terminologie, vous avez toutes sortes de débouchés qui s'offrent à vous. Et il me semble que l'UDM est une des universités qui offre une des meilleures, les meilleures possibilités en termes justement de préparation à la vie active dans le domaine de la traduction, soit dans l'industrie du langage, soit dans l'enseignement supérieur, soit encore dans la recherche et l'expertise. Alors, je vais vous présenter maintenant les programmes en tant que tels. Tout d'abord, la maîtrise et ensuite le doctorat. Alors, pour ce qui est de la maîtrise, je voulais revenir tout d'abord sur la question des étudiants qui ont déjà un diplôme dans un autre domaine et qui s'intéressent à intégrer le programme de maîtrise. On a pour ça un programme bien particulier qui s'appelle le DESS, qui est un programme court d'1 an qui permet d'acquérir les compétences de base en traduction. Par exemple, si vous aviez un diplôme de bac en littérature ou un diplôme de bac en droit ou en sciences médicales ou autre, ou en communication par exemple, ça vous donne les compétences de base en traduction qui vous permettront d'intégrer ensuite la maîtrise. Donc, c'est un programme court qui dure seulement 1 an. Donc, voilà pour le DESS. Normalement, ce programme vous donne donc accès à la maîtrise. Et alors, à la maîtrise, on a 2 profils. On a le profil professionnel et le profil recherche. Donc ça, c'est vraiment une des particularités ici à l'UDM, d'offrir cette variété dans les parcours de formation. Alors, à la maîtrise professionnelle, vous pourrez renforcer les compétences de traduction qui avaient été acquises soit au niveau du bac, soit évidemment avec le DESS. La maîtrise professionnelle vous permet aussi de vous spécialiser dans l'un des nombreux domaines de traduction pour lesquels nous offrons un parcours spécialisé. Donc, comme je disais tout à l'heure, la traduction juridique, la traduction économique, la traduction scientifique, médicale, littéraire, multimédia. Donc, on a toutes ces spécialisations-là. Et puis, on a aussi le parcours en terminologie. Si c'est ça qui vous intéresse, on a vraiment une formation très particulière et ça, c'est une des signatures de l'UDM en terminologie. Intégré au programme de maîtrise professionnelle, vous avez aussi la possibilité de faire des stages dans le milieu professionnel. Et si vous allez sur le site du département, je vous le présenterai tout à l'heure, vous aurez vraiment tous les détails de ces stages. Ce sont des stages rémunérés, crédités, qui sont vraiment intégrés dans le parcours. Et évidemment, si vous vous destinez au métier de traducteur, traductrice, terminologue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Autre chose à mentionner, la maîtrise vous donne accès gratuitement en mentorat de l'OTIAC. Alors l'OTIAC, c'est l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Lorsque vous êtes traducteur certifié ou agréé par l'OTIAC, cela vous donne un titre qui vous donne une reconnaissance professionnelle. Et donc, avec la maîtrise de l'UDM, vous avez accès donc, au mentorat, qui est un suivi personnalisé, et donc vous y avez accès gratuitement. Et à l'issue de votre parcours, donc lorsque vous obtenez votre diplôme, vous pouvez candidater à l'OTIAC, et normalement, vous avez une acceptation, je ne veux pas dire automatique, mais quand même assez facile dans l'ordre des traducteurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement utile, évidemment, pour vous à l'issue de ce programme. Et puis enfin, dans le cadre de la maîtrise professionnelle, vous avez la possibilité de faire un travail dirigé
donc qui est une traduction, un travail de terminologie commenté et qui vous permet de bénéficier de l'encadrement de nos spécialistes au département. Je reviendrai sur les différentes spécialités tout à l'heure. Donc voilà pour l'option de la maîtrise professionnelle. Le deuxième parcours que nous proposons, c'est le parcours en recherche. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser une question de recherche ou une problématique qui vous intéresse et peut-être que vous aviez déjà rencontré dans vos études précédentes. Alors, la maîtrise permet de s'initier à la recherche scientifique. Donc, nous avons des séminaires justement d'initiation à la méthodologie de la recherche, au processus aux méthodes scientifiques, à la publication, toutes les conventions, si vous voulez, qui vont avec la recherche dans le domaine universitaire. Nous avons des professeurs qui sont vraiment des professeurs reconnus dans les différents domaines de recherche. Nous avons presque tous reçu du financement, des reconnaissances, des prix. Plusieurs professeurs sont des autorités, ont publié des manuels vraiment dans le domaine. Donc, on a vraiment cette expertise qui est là. Nous avons toute une variété, toute une panoplie de domaines d'expertise, donc je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Et avec la maîtrise, vous avez des débouchés possibles donc, dans l'enseignement. Par exemple, si vous voulez enseigner au cégep, vous pouvez le faire avec une maîtrise en traduction et puis une certaine expérience aussi. Vous pouvez aussi enseigner comme chargé de cours avec une maîtrise. Évidemment, c'est le doctorat qui vous donnera accès vraiment à la carrière professorale, mais déjà avec une maîtrise et une expérience de traduction, vous pouvez aussi enseigner. Enfin, la maîtrise recherche est conçue comme un tremplin vers les études doctorales, puisque c'est vraiment une initiation à la recherche universitaire. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées dans l'onglet de questions et réponses. Si vous permettez, je vais finir ma présentation et puis je reprendrai les questions une par une à la fin de la présentation. Mais je vous remercie. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est bon? Je n'ai pas d'autres questions? Ça va bien. Alors, je vous avais promis un panorama des expertises au département. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Vous pouvez aller beaucoup plus fouiller un petit peu si vous voulez. Je vous ai mis le lien vers le site lui-même et vous pourrez aller fouiller directement dedans. Mais juste pour vous donner un petit panorama, vous voyez qu'il y a plusieurs spécialités en traduction, donc traduction juridique, traduction littéraire, traduction biomédicale, traduction politique, traduction économique. Vous avez vraiment toutes ces expertises qui sont là. Il y a aussi plusieurs manières d'aborder la traduction. Par exemple, la pédagogie de la traduction, donc l'enseignement, les méthodes d'enseignement, la sociologie de la traduction, quel est le profil sociologique des traducteurs, quel est le comportement de la traduction comme un phénomène social. Nous avons aussi plusieurs experts en histoire de la traduction, et ce dans divers domaines, donc l'histoire de la traduction au Canada, en Amérique latine, en Europe, au 19e siècle, à l'époque contemporaine, à la Renaissance. Donc, il y a vraiment toute cette ouverture qui est possible là. Nous avons aussi une recherche très active en terminologie, que ce soit en terminographie, ou dans le traitement automatique des langues, donc la création de glossaires, de répertoires, etc. Nous avons aussi plusieurs collègues qui sont experts en méthode numérique, donc je parlais du traitement automatique des langues tout à l'heure, mais aussi les humanités numériques. Donc nous avons vraiment toutes ces expertises qui sont là. Au niveau des langues de traduction, alors la priorité va à la traduction entre le français et l'anglais, et je dirais plutôt même de l'anglais vers le français. Mais il y a aussi la possibilité de travailler sur d'autres langues. Par exemple, plusieurs professeurs au département maîtrisent bien l'espagnol. Et donc, si vous êtes intéressé à une recherche sur la traduction de l'espagnol au français ou à l'anglais, c'est possible. Il y a aussi des expertises en italien, en allemand, en latin. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et puis, en particulier dans le cas de la terminologie et du traitement automatique des langues, les collègues
travaillent vraiment dans un environnement multilingue. Donc, il ne faut pas que vous vous sentiez coincé si vous intéressez à d'autres langues que le français et l'anglais, qui sont les langues, si vous voulez, traditionnelles et peut-être un petit peu prioritaires. Je vous inviterai vraiment, pour vous donner vraiment une bonne idée des différents champs d'expertise au département, à visiter notre site web et à regarder en particulier les onglets sur la recherche. Vous verrez que si vous cliquez sur le lien, évidemment, ça ne marche pas, mais si vous cliquez sur le menu déroulant, vous allez voir que les différentes expertises sont listées. Aussi, si vous regardez dans le répertoire du département ou bien dans notre département, vous pourrez identifier les différents chercheurs et regarder si jamais il y a certaines expertises, certains domaines qui rejoignent vos intérêts ou même comment dire, le travail que vous avez déjà commencé à faire si vous aviez déjà une maîtrise. Donc voilà un petit peu pour la maîtrise recherche. Comme je vous le disais tout à l'heure, la maîtrise recherche se veut ou est conçue comme un tremplin vers le doctorat. Alors, si jamais vous vous intéressez à un doctorat dans le contexte de l'UDM, la première chose que je vous inviterais à faire, ça serait vraiment de regarder justement ce répertoire des professeurs pour identifier le domaine, le champ de recherche dans lequel vous allez inscrire votre travail. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà une idée et que vous avez vraiment une question qui vous passionne. Et dans ce cas-là, ce qui sera important, ce sera de trouver le ou la directrice qui pourra vous suivre et vous encadrer dans votre terrain de prédilection. Sachant qu'il y a aussi des possibilités de co-direction. Donc, si jamais vous trouvez quelqu'un dont le profil n'est pas exactement celui qui vous intéresse, il y a des possibilités de thèse en co-direction avec d'autres collègues, soit à l'Université de Montréal, soit ailleurs. Soit vous n'êtes pas très sûr, vous n'êtes pas vraiment, certain de la direction que vous voulez donner à votre carrière. Et dans ce cas-là, vous pouvez regarder quelles sont les équipes de recherche, quels sont les projets qui sont déjà en cours à l'UDM et que vous pourriez donc intégrer à titre de doctorant. Quels sont les avantages de devenir doctorant en traduction à l'UDM? D'abord, une des caractéristiques de notre formation, c'est que nous donnons une formation théorique très solide. Il y a vraiment une volonté de former des traductologues, des terminologues qui connaissent vraiment les ficelles du métier et qui sont vraiment rompus à la méthode scientifique. Donc, on a vraiment cet atout-là à vous offrir. Et comme je le disais, l'UDM, on est vraiment à la pointe de la recherche en traductologie et en terminologie. Les directeurs de recherche, les directrices de recherche auxquels vous avez accès sont des personnes qui sont reconnues à l'international. Donc, ça vous donne la possibilité d'intégrer aussi des réseaux de recherche qui sont beaucoup plus vastes que juste l'UDM. Donc, au niveau du Canada, mais aussi au niveau international. Donc, vous avez la possibilité, dès le doctorat, de réseauter, de vous créer des liens, et évidemment, ça va vous propulser vers une carrière de recherche ou d'enseignement international. Il y a aussi la possibilité de faire des échanges. Alors, je sais qu'en ce moment, avec les restrictions sanitaires, c'est plus difficile, mais on a par exemple plusieurs programmes d'échange avec d'autres universités. En ce moment, il y a une chaire de recherche croisée entre l'UDM et l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle par exemple, où on échange des étudiants de manière assez régulière. Donc, vous voyez, en intégrant l'UDM, il y a aussi la possibilité de voyager, à nouveau, sous toutes conditions, sous toute réserve, des conditions sanitaires, mais n'empêche qu'il y a quand même cette possibilité-là. Autres atouts de la recherche au doctorat au département, c'est le fait qu'on vous offre vraiment un milieu qui est propice à la recherche. On a des séminaires de doctorat où les étudiants peuvent non seulement se former aux méthodes, aux questions, aux thématiques de recherche qui sont vraiment à la pointe en ce moment, mais aussi peuvent échanger entre eux et entre elles sur l'avancée de leurs travaux, ou les difficultés qui peuvent être rencontrées.
Le département organise aussi toute une série de conférences. Donc, on a des conférences midi où les professeurs, soit des professeurs invités, soit des chercheurs aussi au département, présentent leurs travaux. En terminologie, il y a le séminaire OLST qui se tient aussi à peu près tous les mois et avec une collaboration avec le RALI, qui est le groupe de recherche en traitement automatique des langues. Les différentes équipes de recherche organisent aussi des colloques et sont présentes dans les congrès en traductologie à l'échelle du Canada, mais aussi de l'international. Et donc, on a vraiment cette activité scientifique qui est très, très riche, qui est très dynamique au département. Et en étant étudiant au doctorat, vous pouvez participer à toute cette vie de la recherche en traduction et en terminologie. Finalement, le département est aussi l'hôte, si vous voulez, de la revue Méta, qui est une revue spécialisée en traductologie, qui est une des plus anciennes revues dans la discipline et qui est vraiment cotée comme une revue de premier plan au point de vue international dans le domaine. Enfin, au département, on vous offre une expérience étudiante qui se veut dynamique et enrichissante. Alors, je ne sais pas si Eve-Marie est arrivée. Je regarde dans les départements. Non, je ne la vois pas encore dans les participants. Peut-être qu'elle arrivera un petit peu plus tard. Non, c'est ça. Je lui donnerai la parole plus en détail tout à l'heure. Mais je voulais juste souligner quelques activités signatures de notre département et puis qui sont vraiment organisées par les étudiants. Il y a ce qu'on appelle le café MEDOC, donc café maîtrise doctorat, qui se veut un lieu d'échange informel et convivial autour des défis de la recherche et de la vie d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il y a aussi un colloque interdisciplinaire qui est organisé par des étudiants, non seulement en linguistique, en traduction, mais aussi en études littéraires et en philosophie, à l'Université de Montréal, qui s'appelle Vocon, et ils ont un colloque organisé tous les ans qui est très intéressant et très, très riche. Et finalement, l'association étudiante offre une foule d'activités, soit de socialisation, soit de santé mentale, et aussi de problématiques autour de l'expérience étudiante au département. Donc, à nouveau, je vous inviterai à poser vos questions à Eve-Marie tout à l'heure quand elle va arriver. Mais vous voyez qu'on fait vraiment de notre mieux pour que vous vous sentiez chez vous, enfin que les étudiants se sentent chez eux au département et soient soutenus non seulement au point de vue intellectuel, mais aussi au point de vue social et communautaire, si vous voulez. Quels sont les débouchés d'un doctorat en traduction? Évidemment, le débouché évident, c'est l'enseignement supérieur, donc la carrière universitaire, avec donc l'enseignement et aussi la recherche. Donc ça, c'est le débouché, si vous voulez, le plus clair. On entend beaucoup dire que les postes ne sont pas aussi abondants qu'on l'aimerait. Et donc, c'est important de penser à d'autres débouchés de carrière que le cheminement universitaire, si vous voulez, classique. Avec un doctorat en traduction ou en terminologie, vous pouvez obtenir des postes très importants en expert conseil dans le milieu langagier. Vous pouvez aussi travailler dans les milieux de la littérature, de l'édition. Évidemment, l'édition bilingue, la traduction. Ici au Canada, on a vraiment un marché particulièrement vif. Les organismes de recherche, au point de vue fédéral, aussi au point de vue provincial ou même dans les universités, recrutent aussi des lauréats de doctorat. Donc là aussi, il y a un débouché là. Et je dirais même dans la politique publique. Le Canada est très sensible aux questions de bilinguisme, aux politiques linguistiques. Donc avec un doctorat en traduction et en terminologie, il y a aussi possibilité de faire carrière dans la fonction publique. Donc vous voyez que c'est possible de voir large et de penser les débouchés du doctorat, évidemment dans le milieu universitaire, mais aussi au-delà. Dernier élément que je voudrais aborder avec vous, puis il me semble que c'est souvent un peu une question cruciale pour beaucoup d'étudiants, c'est la question du financement des études. Donc sachez que si vous êtes étudiants internationaux, vous bénéficiez d'exemptions de frais de scolarité. Le département offre des bourses aussi.
Et aussi, il y a la possibilité de postuler pour différentes bourses, soit au niveau canadien, soit au niveau international. Si vous rejoignez un groupe de recherche ou une équipe de recherche, la plupart des professeurs ici au département bénéficient d'un financement. Donc, il y aura peut-être la possibilité de travailler comme auxiliaire de recherche ou comme auxiliaire d'enseignement. Donc là, lorsque vous choisissez votre directeur ou directrice de recherche, ça peut être intéressant de s'informer dès le départ pour savoir s'il y a des possibilités de travailler, d'être employé comme auxiliaire. Et puis enfin, les doctorants peuvent donner des cours, surtout c'est à la fin de leur parcours, ils ont la possibilité d'enseigner. Donc ça permet de développer un CV, une expérience d'enseignement qui sera utile évidemment à l'issue des études au moment d'entrer sur le marché du travail, donc de l'enseignement universitaire. Voilà pour les possibilités de financement. Donc, je vous ai mis ici les liens vers les différents sites qui donnent tous les détails sur l'admission, les conditions d'admission, les modalités, le détail du programme. Donc, je vous renvoie au site du département. Et j'arrête de parler et je vous donne la parole si vous avez des questions. Donc, il y a un certain nombre de questions que je vois dans l'outil. Peut-être si quelqu'un voudrait prendre la parole, est-ce que quelqu'un voudrait le faire oralement? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Je vous remercie pour la présentation. Je me présente, je suis Najwa Bailly et je suis future étudiante à l'UDEM pour les études doctorales en traduction. J'ai fait une demande pour admission pour la session d'hiver 2022 et je n'ai pas encore reçu de réponse. Donc, je voulais savoir, est-ce que la session d'hiver, est-ce que ça a déjà commencé? Et puis, est-ce que c'est normal que le processus d'admission prend Tellement de temps? tout ce temps? Oui. Bah, écoutez, je suis étonnée parce que normalement, pour le doctorat, il y a la possibilité de commencer à l'hiver. Et puis, peut-être qu'on pourra en parler de manière privée. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec votre dossier particulièrement, parce que normalement, les demandes d'admission au doctorat ont été traitées au mois de novembre. Donc, vous devriez avoir eu, sauf si s'est passé quelque chose avec votre dossier. Donc, je vais prendre votre nom, puis je vais faire une recherche et puis je vous reviendrai peut-être de manière personnelle. Je ne veux pas non plus donner trop de détails devant tout le monde. Mais je vais prendre bonne note de votre dossier si jamais il s'est passé quelque chose. Mais toutes mes excuses à l'avance, là, si jamais il y a eu une erreur au niveau de l'administration. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. J'ai plusieurs questions, en fait, concernant la maîtrise professionnelle. Oui. Tout d'abord, j'aimerais savoir, puisque c'est 45 crédits, si c'est possible de la faire en un an, dont une session d'été. OK. Oui. Alors, ça va dépendre de la structure du programme. Ça m'a l'air un peu difficile parce que normalement, on conseille aux étudiants de ne pas prendre plus de 3 cours par session. Il faut savoir qu'au niveau de la maîtrise, c'est quand même des cours qui sont intensifs, qui demandent beaucoup de travail, de lecture, de préparation. Donc, ça, c'est... comment dire, on ne recommande pas on recommande pas de prendre trop de cours. Il y a une autre affaire aussi, c'est que certains cours sont propédeutiques à d'autres, sont préparatoires à d'autres. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse tout compresser en une session, pardon. La dernière chose, c'est que l'offre de cours à l'été est assez réduite. Donc, au point de vue logistique, je ne pense pas que ce soit vraiment possible de tout faire en un an. Donc, je vous inviterai à regarder vraiment l'offre de cours et puis le calendrier. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire et puis je vous enverrai un cheminement type pour la maîtrise professionnelle. Et puis voir, par exemple, si vous voulez faire un stage ou si vous voulez faire le mentorat, peut-être organiser ça de manière à ce que la scolarité peut-être soit toute rassemblée d'un seul coup. Mais en un an, ça m'a l'air un peu court. D'accord. Et je me demandais en quoi consistait un travail dirigé
qui vaut 15 crédits. Est-ce que on prend toute la session pour le faire ou c'est échelonné sur toute notre maîtrise? Comment ça fonctionne? OK. Alors, le travail dirigé, donc, il y a deux options. Il y a traduction ou terminologie. Donc, en terminologie, c'est un travail de recherche en terminologie, donc encadré par un professeur. En traduction, la plupart du temps, c'est une traduction à fournir. Donc, vous traduisez un texte d'une longueur à déterminer avec votre directeur. Ça dépend un petit peu du type de texte, etc. Et puis, vous devez commenter votre traduction. Donc, habituellement, c'est au premier trimestre de la scolarité qu'on se trouve un directeur ou une directrice. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on choisit en fait, le texte du travail dirigé. Et comme ça permet d'y travailler tranquillement pendant qu'on fait les cours et peut-être à la fin de prendre un trimestre pour vraiment s'y consacrer. Mais là aussi, ça va dépendre de votre profil. Est-ce que vous êtes à temps plein? Est-ce que vous êtes à mi-temps? Comment vous vous organisez? Donc ça, c'est des choses à déterminer avec le directeur ou la directrice de recherche pendant le premier trimestre de la scolarité. Mais si je comprends bien de votre réponse de ma question précédente, on ne peut pas être à temps plein si on peut juste prendre 3 cours? Est-ce que c'est considéré comme temps plein, avoir 3 cours à la maîtrise? Par exemple, pour les prêts et bourses et tout ça, ou non? Il faudrait vérifier. Je sais que ça va dépendre si vous prenez le stage. Il faudrait vérifier. Je vais vérifier. Je ne veux pas vous dire de choses qui vous induiraient en erreur. Mais je vous reviendrai là-dessus. Si vous voulez m'écrire. Oui, je vais vous écrire. Puis d'accord. J'ai comme trop de questions, je crois. Ça va bien. Mais ça dépend vraiment du cheminement que vous envisagez. Mais ça, on peut voir ça de manière plus personnalisée. Parfait. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, quel est le niveau? Je vois une question dans le chat, c'est quel est le niveau minimum de français pour le DESS? Alors, pour tous les... ça, vous allez voir ça sur le site de l'admission, c'est très clair. Donc, pour tous les programmes, on vous demande le niveau B2. Donc, c'est la compétence. Presque, en anglais, il dirait native, donc presque locuteur natif. Et puis, normalement, vous avez la possibilité de prendre un test. Et puis, donc, une fois que vous avez fourni les résultats, ça va être ajouté à votre dossier. Mais dans le processus d'admission, vous allez voir tous les détails et c'est très bien expliqué. Alors, je continue. Il y a une question qui dit pourquoi est-ce qu'une maîtrise en recherche ne donne pas accès à l'OTIAC? Est-ce qu'une maîtrise en traduction professionnelle obtenue en dehors du Canada permet de faciliter l'adhésion à l'OTIAC? Alors, la maîtrise en recherche, pourquoi ça ne donne pas accès à l'OTIAC directement? Vous avez la possibilité de faire un mentorat, mais une recherche peut porter sur une question plus théorique ou une question historique. Et donc, vous n'aurez pas la garantie d'avoir traduit le nombre de mots ou le nombre de textes qui ferait que ça serait l'équivalent d'une expertise professionnelle. Alors que dans la maîtrise professionnelle, il y a vraiment cet élément-là. Vous pouvez faire une maîtrise recherche et ensuite postuler à l'OTIAC. Ensuite, ça dépend qu'est-ce que vous pouvez prouver ou montrer comme portfolio de traduction, quelle est votre recherche par derrière, votre expérience par derrière. Ensuite, est-ce qu'une maîtrise de traduction obtenue en dehors du Canada peut faciliter l'adhésion? Ça, il faudrait voir directement avec l'OTIAC. Je ne saurais pas y répondre. Je sais qu'il y a des ententes avec les universités canadiennes, donc dont l'UDM, mais pour ce qui est de l'étranger, je ne pense pas qu'ils reconnaissent les diplômes directement. Mais vous pouvez toujours demander l'adhésion. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, oui, je vois ici. Donc, je vois quelqu'un qui s'intéresse à l'identité québécoise chez un auteur. Alors, la question de Déborah a à voir avec les liens entre la traduction et les études littéraires. Je pense que donc Déborah pose la question de savoir est-ce que ça serait le sujet qu'elle intéresse et serait pertinent ici.
Je vous inviterai vraiment à contacter directement un professeur ou une professeure dont vous voyez que l'expertise se rapproche de votre sujet. À nouveau, vous pouvez m'écrire, on peut en parler de manière personnalisée et voir où vous serez mieux à l'aise. Est-ce que vous serez mieux à votre place en littérature comparée ou en littérature ou en traduction? Ça, on peut en parler ensemble. Autre question que je vois, c'est quel est le niveau universitaire requis pour le DESS? Normalement, on vous demande d'avoir une moyenne de moins 3. Donc, ça, c'est, comment dire, dans le système de notes canadien. Hein. Donc, d'au moins 3 pour être admissible au DESS. Donc, ensuite, si vous venez de l'extérieur, il y a tout un système d'équivalence. Mais pour le système canadien, c'est 3. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Continue. Ah, y a-t-il un pourcentage maximal d'acceptation pour les étudiants internationaux? Non, il n'y a pas de quota. On regarde vraiment les dossiers au cas par cas. Je sais que l'Université de Montréal vise vraiment une envergure internationale. et c'est aussi pour ça qu'on offre une exemption aux étudiants internationaux. On veut vraiment attirer les meilleurs talents. Donc, on n'a pas de quota. On regarde vraiment les dossiers au cas par cas, un par un, selon votre niveau et vos compétences et puis la recherche que vous désirez faire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Jusqu'où est-ce qu'on remonte pour la scolarité? Ça dépend. Si jamais, par exemple, pour une admission au DESS, on va regarder les notes du premier cycle, hein, du bac. Même chose pour la maîtrise. On va regarder les notes du DESS ou du bac spécialisé. Pour le doctorat, on va regarder les notes de la maîtrise. Et on va voir aussi la qualité du projet. Lorsque vous candidatez au programme de doctorat, on vous demande de soumettre un projet de recherche et donc on va voir aussi quel est le potentiel de ce projet-là. Alors, j'ai une question de Julie qui dit que les stages à la maîtrise professionnelle sont réservés aux étudiants sans expérience. Oups. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Qui n'ont jamais fait de stage auparavant. Donc, Julie dit qu'elle a fait son son bac en traduction option coop il y a presque 10 ans. Dans ce cas-là, moi, je vous conseillerais très fortement de parler avec Madame Bobot, qui est notre spécialiste vraiment au département de la formation professionnelle. C'est elle qui s'occupe des stages. Et donc, il me semble que dans votre cas particulier, elle serait de très bons conseils. Elle vous permettrait de voir. Parce que c'est vrai qu'après 10 ans, je comprends que les choses ont changé. Donc, je vous inviterai vraiment à parler avec elle. Alors, quelqu'un me demande s'il y a la possibilité d'avoir accès aux cours des années précédentes. Si vous m'écrivez, je pourrais vous donner des exemples de cours type. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si jamais, à nouveau, vous avez d'autres questions qui surgissent à l'issue de ce webinaire, si vous avez aussi des questions particulières sur votre cheminement, je vous invite vraiment à m'écrire. Ça me fera plaisir de vous répondre ou bien de vous diriger vers les personnes qui auront l'information. Donc, merci beaucoup. Bonne rentrée pour ceux qui commencent les études. Merci pour votre attention et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Au revoir.